Moi, je suis donc Lucie Mougenot. Je vais vous présenter très rapidement mon parcours, puisque vous puissiez cerner pourquoi je suis ici. Donc, j'étais enseignante en EPS dans l'Académie de Créteil pendant 10 ans. Et puis maintenant, ça fait 6 ans que je suis enseignante à l'ESP d'Amiens. Donc, j'interviens dans la formation premier degré et second degré. Et puis, depuis cette année, depuis l'année dernière, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Donc, aujourd'hui, mon propos va s'organiser en 3 parties. Alors tout d'abord, je vais essayer de réaliser un petit état des lieux de l'enseignement de l'EPS dans le premier degré pour comprendre en fait la continuité et les ruptures entre l'école et le collège. Alors je vais m'appuyer sur des données empiriques que j'ai pu observer dans l'Académie d'Amiens, d'où je viens, et aussi je vais les appuyer avec des données issues d'autres recherches. Alors, dans un second temps, ces données, elles seront aussi un point d'appui pour comprendre justement cette nécessité d'aller vers une harmonisation entre le primaire et le secondaire, et notamment pour construire le cycle 3, mais pas seulement. Et les constats préalables que j'aurais mis en avant, que j'aurais fait, permettront de cerner donc des difficultés majeures, mais aussi des réussites et des échanges fructueux qui ont aussi lieu dans certains contextes. Enfin, je terminerai en m'appuyant sur un exemple concret, c'est l'exemple de l'évaluation à l'école, qui est au cœur de la refondation de l'école. Et cet exemple servira à montrer notamment que l'harmonisation, elle ne doit pas systématiquement être vue comme un apport du secondaire vers le primaire. Parce que pour l'instant, dans ce que j'observe, c'est plutôt ce qui se passe. Mais il y a énormément d'apports, de choses très pertinentes qui se passent à l'école primaire, et notamment en EPS. Et donc, par le biais de l'évaluation, j'essaierai de vous montrer qu'il y a des choses très positives aussi, et que la démarche ne doit pas toujours être dans un seul sens. Alors, pour commencer, donc, quelques données sur le primaire. Alors, cet état des lieux, il me semble vraiment indispensable pour construire le cycle 3, notamment. Alors, la connaissance de ce qui fait, ça rejoint la connaissance de ce qui se pratique, de ce qui s'enseigne au primaire, donc pas seulement au cycle 3, pour comprendre les enjeux, les réussites et les difficultés auxquelles est confrontée l'éducation physique. Donc cette connaissance, elle est indispensable pour les professeurs de 6e, et même après, évidemment, pour connaître les élèves, et puis pour adapter les programmations, les objectifs, les contenus d'enseignement au contexte. Alors c'est évidemment ce qu'il aurait fallu faire avant. Mais, d'ailleurs, les enseignants du second degré connaissent globalement les caractéristiques des élèves qui arrivent dans leur établissement, heureusement. Mais aujourd'hui, cette connaissance, elle doit être, je pense, approfondie et beaucoup plus fine pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a quand même la classe de 6e qui devient la fin d'un cycle. Et tout le monde le sait, mais ce n'est pas que symbolique, c'est vraiment très très important. Et donc, on ne peut pas tout recommencer quand les élèves arrivent en 6e. On ne peut pas faire comme si le vécu des élèves était identique pour tous. Par exemple, dans les communes plutôt rurales, on a parfois des élèves qui viennent de secteurs qui sont très différents, et même dans les villes, avec des profils très très différents. Et donc cette harmonisation est indispensable puisqu'on arrive à un aboutissement. Et le deuxième point, pour renforcer le fait que cette connaissance du public est très importante, c'est la logique de construction des séquences, maintenant, en partant des domaines du socle, qui amène quand même une nouvelle façon de procéder qui n'est pas évidente. On n'entre plus donc dans l'activité par les contenus, on n'entre plus dans l'enseignement par les activités ni par les contenus, mais plutôt par des axes du socle commun. Mais j'ai envie de dire là, attention, par rapport à ce qu'on peut voir dans les nouvelles approches, attention à ne pas oublier là-dedans les élèves. Parce que c'est un changement de perspective, un changement de conception de l'enseignement qui doit nécessairement prendre en compte les caractéristiques des élèves, sinon on va faire ce qu'on appelle du réchauffé. C'est-à-dire qu'on va reproposer ce qu'on faisait avant, en ajoutant une référence au socle commun, aux objectifs, etc. Et finalement, en pensant que ce qu'on proposait avant, finalement, ça colle au socle commun. Donc c'est vraiment une démarche là à l'envers, mais une démarche en fait qui n'engage ni une réflexion profonde sur ce qu'on enseigne, et encore moins une réflexion sur les besoins et les particularités des élèves. Donc n'oublions pas que les axes du socle commun qui sont à choisir en fonction du public des élèves qu'on a en face de soi, ce qui permettra ensuite de choisir des activités et puis des contenus pour permettre aux élèves d'être en réussite. Alors, par rapport au premier degré, pour reprendre un peu mon état des lieux, c'est une approche quand même dans l'enseignement qui est assez pertinente, de façon assez générale au niveau pédagogique, et qui est assez rassurante aussi pour les élèves, du fait qu'il n'y ait qu'un seul enseignant par année pour toute la classe. Donc ça favorise aussi la mise en place de projets de polyvalence, de liens interdisciplinaires, qui vont donner du sens aux apprentissages, un peu plus que dans le secondaire. Et l'enseignement au primaire, l'enseignant au primaire, a aussi une connaissance accrue, très fine de ses élèves, puisqu'il les voit toute la semaine et dans des domaines très différents.
Alors ce qu'on peut remarquer de positif dans le premier degré par rapport au second degré, c'est cette capacité, cette possibilité pour les enseignants de s'adapter en fonction des réponses et des progrès qui sont effectués par les élèves par rapport aux professeurs d'EPS de collège. Donc par exemple, les séquences, elles sont moins définies en termes de temps. Alors il y a moins de contraintes d'installation. Alors là, je mets ça entre parenthèses puisque ça dépend des territoires. Mais par exemple, dans les campagnes, les enseignants vont où ils veulent, quand ils veulent. Ils n'ont absolument pas de souci de trop de contraintes. Et ils ont une liberté d'ajustement, en fait, qu'on perd un peu dans le second degré. Donc on peut prolonger notre séquence, on peut programmer des choses particulières en fonction d'événements, une rencontre USEP, le téléthon, etc. Voilà, ce qui est intéressant pour les élèves et qui est pertinent pour leurs apprentissages, au niveau du sens. Pour la natation aussi, on a les non-nageurs, par exemple, qui sont la plupart du temps avec leur enseignant d'EPS de tous les jours. Alors dans l'académie d'Amiens, je précise, parce que ce n'est pas partout pareil selon les académies, mais la natation est enseignée par les professeurs des écoles, et les professeurs des écoles interviennent dans la très très grande majorité du temps avec les élèves non-nageurs. Et puis il y a aussi des parents agréés qui prennent des groupes en charge. C'est quand même très différent par rapport au secondaire. Donc c'est plutôt très rassurant pour les élèves non-nageurs, puisqu'ils sont avec les enseignants, ils se retrouvent avec quelqu'un qu'ils connaissent très bien. Et puis ils peuvent aussi et surtout en parler en classe, avoir des approches complémentaires pour dédramatiser les peurs. C'est quand même des points pertinents. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le premier degré, ce qui apparaît en fait en premier quand on arrive un petit peu dans la sphère du premier degré par rapport au second degré, c'est cette sorte d'ouverture. Les apprentissages sont quand même moins cloisonnés. Il y a une connaissance du public qui est affinée, un suivi des élèves qui est vraiment important. Et il y a évidemment d'autres éléments positifs. Je reviendrai là-dessus par la suite. Alors, cette polyvalence des enseignants, et le fait aussi d'être beaucoup moins contraint par ce qu'on peut connaître au collège, les changements de lieu, les horaires très fixes, le changement d'enseignant, etc. Cette rigidité. Donc cette polyvalence, en fait, elle a des avantages, mais elle a aussi une limite importante, c'est la priorité qui est établie sur certains enseignements au détriment d'autres. Alors l'EPS, en fait, au niveau de certains rapports dont je vais vous parler tout à l'heure et au niveau aussi d'observations plus empiriques, c'est, avec d'autres disciplines, le parent pauvre de l'enseignement dans le premier degré. Pourtant, si on regarde au plan des horaires, on apparaît quand même au cycle 2 et cycle 3 en troisième position des horaires obligatoires. Et dans les programmes de cycle 1, on apparaît en deuxième place, donc c'est un domaine d'apprentissage qui s'appelle « Agir, s'exprimer et comprendre à travers les activités physiques ». Donc les horaires sont quand même avantageux, mais en fait les 3 heures effectives de pratique ne sont pas respectées. Alors on le verra tout à l'heure, j'incrimine pas du tout les enseignants à ce sujet-là, je vais vous donner des éléments de réponse. Et parfois dans certains contextes, l'EPS est pratiqué uniquement s'il y a des intervenants, ce qui pose quand même de nombreuses questions, la question des intervenants. Alors, je vais vous donner un cas dans une circonscription en Picardie qui a émergé en discutant avec un conseiller pédagogique de circonscription qui me faisait part de son inquiétude importante, notamment à une restructuration de la communauté de communes et du redéploiement des intervenants. Donc, dans certaines écoles, il y avait des intervenants depuis très longtemps, et là, ils se sont rendus compte tout d'un coup qu'il allait en avoir beaucoup moins. Bien, du coup, l'inquiétude est là, puisque le conseiller pédagogique m'a dit très honnêtement qu'il pensait que le temps d'EPS allait complètement s'effondrer, puisque ça faisait des années que les enseignants avaient des intervenants, et que là, voilà, le fait de ne plus en avoir ou d'en avoir beaucoup moins, ça allait mettre un coup dur à l'EPS. Alors j'ai envie de dire pas forcément, faisons confiance aussi aux enseignants pour enseigner toutes les disciplines, et ils sont tout à fait compétents pour le faire. Mais voilà, le problème des intervenants, c'est quand même quelque chose qu'on ne connaît pas après. Dans le premier degré, c'est un élément fort à prendre en compte. Alors, évidemment, encore une fois, je ne responsabilise pas individuellement les personnes, mais vous allez voir qu'il y a énormément de problèmes de formation pour l'enseignement de l'EPS dans le premier degré. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Des problèmes d'installation aussi, de manque de matériel, de manque de temps aussi, avec des programmes assez chargés, qui vont nuire en fait aux horaires EPS. Alors il y a un rapport qui a été rédigé par un député EPS de la Loire, qui a été remis en septembre 2016 au ministère, qui s'appelle « Promouvoir l'APS pour tous tout au long de la vie ». Alors ce rapport émerge à la suite d'une mission qui a duré 8 mois, et qui aboutit à 54 propositions très concrètes qui ont été faites
voilà, pour promouvoir l'activité physique. Alors, en ce qui nous concerne, par rapport au premier degré, je vais vous donner quelques éléments qui ressortent, typiquement. Donc, le rapport relève quand même des résultats assez inquiétants, et notamment, il soulève une vigilance pour l'EPS dans le premier degré, avec notamment l'horaire d'enseignement qui n'est pas respecté, et en plus, des contraintes très fortes en termes de déplacement. Alors ce rapport souligne par exemple aussi qu'il y a entre 40 et 60% des enfants et des jeunes, donc ça monte au collège aussi, qui n'ont aucune activité physique, qui ne pratiquent aucune activité physique en dehors des horaires obligatoires. Donc s'ensuit une dégradation de la santé, etc. Donc dans le rapport, ils se sont appuyés aussi sur des recherches menées en CHU, une accélération de la sédentarité, donc c'est un constat quand même qui est assez alarmant et qui ne va pas dans le sens d'une amélioration. Alors les propositions qui émanent de ce rapport-là sont très intéressantes, notamment pour le premier degré, avec des propositions comme les aménagements de cours de récréation, qu'on retrouve aussi dans les propositions de l'USEP, et puis aussi des propositions en termes de formation. Donc là, c'est un constat quand même assez global, mais on peut retrouver quand même des traces beaucoup plus spécifiques selon les régions. Alors, des exemples, là encore, en Picardie, par exemple, eh bien, on a encore des écoles qui n'ont aucune installation en EPS et très très peu de matériel. Alors, dernièrement, je suis allée faire une visite d'une enseignante stagiaire premier degré dans une classe de CE1, et puis elle ne savait pas trop quel jeu, elle voulait faire un jeu collectif avec ballon, elle ne savait pas trop à quoi jouer. Et pourquoi ? Parce que comme matériel, elle n'avait qu'un ballon de foot dégonflé. Voilà, pour toute l'école. Donc c'est quand même très limitant. Donc là, on n'a pas beaucoup de solutions à lui apporter par rapport à ça. Alors bon, le manque d'installation de matériel n'excuse pas l'absence de séances construites, etc. Mais on a quand même de gros problèmes d'installation. À la maternelle aussi, il y a des maternelles en Picardie qui n'ont pas de salle pour faire EPS et qui n'ont que la cour de récréation ou la salle de classe. Donc là, c'est pareil, c'est très compliqué. Voilà, surtout quand on a des enseignants stagiaires qui arrivent et qui se sentent quand même très démunis. Donc il faut bien voir que dans le premier degré, les enseignants, donc ils enseignent bien toutes les disciplines, hein, avec des horaires qui sont quand même assez malléables, même s'il y a des emplois du temps qui sont affichés dans les classes, etc. Et on a quand même une adaptation, ce qui est très bien, mais qui a quand même certaines limites par les enseignants. Alors évidemment, là je vous donne des choses, des éléments qui ne sont pas forcément très valorisants, mais évidemment c'est pas comme ça partout, mais il faut quand même prendre en compte le contexte, puisque quand vous allez devoir vous harmoniser, donc en tant que professeur d'EPS du second degré avec le primaire, eh bien il faut vraiment essayer de comprendre les choses, voilà, de comprendre le contexte d'enseignement pour ensuite pouvoir s'harmoniser et avoir des propositions concrètes avec eux. Donc on a vraiment conditions d'enseignement qui sont très différentes et à prendre en compte. Alors dans le second degré, par exemple, on a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est l'optimisation du temps de pratique des élèves, quand on va voir des enseignants, par exemple, du second degré en visite. Alors que dans le premier degré, la problématique, elle est tout à fait différente. Déjà, on essaie de se centrer sur le fait qu'il y ait déjà de l'EPS, 3 heures par semaine, etc., si possible. Alors c'est un forfait, hein, après on peut ajuster en fonction des semaines. Et voilà, en plus en Picardie, on a quand même des conditions climatiques qui ne sont pas toujours favorables, donc quand on est dehors, c'est un petit peu compliqué. Et il y a par exemple, il y a énormément d'écoles où il n'y a pas de programmation en EPS. Encore moins de programmations qui sont harmonisées avec les autres niveaux de classe, avec le cycle 2 ou le CM1 avec le CE2 ou le CM2. Donc ça se fait plutôt, la programmation des activités se fait plutôt en allant, comme ça, au cours de l'année. Donc pour s'harmoniser avec les professeurs de collège, donc là, il ne s'agit pas de mettre la pression sur les enseignants du premier degré pour qu'ils fassent leurs 3 heures de PS, hein, c'est pas du tout l'optique ici, ou qu'ils enseignent telle ou telle activité ou tel contenu, parce qu'ils ont des programmes quand même dans le premier degré qui sont très lourds, hein, dans toutes les disciplines. Et il s'agit, je pense, en premier lieu déjà de comprendre les contextes et de comprendre l'origine des problèmes qu'on va pouvoir découvrir. Alors, il y a des inquiétudes aussi par rapport à la mise en place des rythmes scolaires. Parce que parfois, il y a des initiations à différentes activités physiques qui ont lieu pendant les TAP, donc après le temps scolaire. Et il y a un rapport d'inspection générale qui a mis en avant le fait que quand il y a des activités physiques qui sont programmées, eh bien, l'EPS tend à disparaître petit à petit de l'enseignement scolaire. Donc c'est un constat qui est visible de façon empirique, mais aussi qui est mis en évidence donc, dans le rapport de l'inspection qui s'appelle « Efficacité pédagogique de la réforme des rythmes scolaires ». Et ce rapport montre aussi que la situation de l'EPS s'aggrave en termes toujours de temps d'enseignement, hein, depuis un précédent rapport de 2012, avec une baisse
des volumes horaires qui sont déjà affichés dans l'emploi du temps et puis qui sont aussi réellement effectués. Alors par exemple, il donne l'exemple d'une observation la plus courante qui est repérée, c'est dans les horaires, dans les emplois du temps dans les écoles, c'est 2 créneaux de 1 heure qui sont consacrés dans la semaine à l'EPS, ou 2 fois 45 minutes, avec compris, comme dans le second degré, les temps de déplacement, etc. Et hors de période de piscine. Quand il y a piscine, parfois, il n'y a que piscine dans la semaine, sachant qu'une séance de piscine, c'est 30 à 40 minutes à peu près, de pratique dans l'eau. Autre élément important aussi par rapport à ce rapport d'inspection générale qui nous aide à faire un état des lieux des pratiques de l'EPS, c'est qu'il relève par exemple aucune inspection sur les temps d'éducation physique. Donc il y a un rapport sur 10 qui mentionne l'éducation physique dans les rapports d'inspection à travers un simple rappel, je cite là, à travers un simple rappel des horaires obligatoires et de la nécessaire programmation. Donc voilà, donc c'est très très large et on n'aborde pas les contenus ni l'enseignement proprement dit. Autre élément que je pourrais vous donner, c'est sur l'Académie de Rennes, il y a 18% des rapports d'inspection qui abordent le domaine relatif à l'EPS dans le cycle 1, alors que c'est obligatoire chaque jour, et il y a 1 à 2% des rapports d'inspection qui abordent l'EPS au cycle 2 et au cycle 3. Voilà, alors l'étude a été réalisée sur plus de 800 rapports d'inspection. Donc vous voyez, c'est en fait un ensemble de paramètres qu'il va falloir prendre en compte pour comprendre pourquoi l'EPS peut faire partie à un moment donné des parents pauvres de l'enseignement au primaire et pour surtout comprendre l'origine des problèmes et puis essayer de s'harmoniser au mieux avec les professeurs des écoles qui ne sont pas responsables de tous les problèmes. Alors un petit mot sur la formation. La formation c'est aussi une autre origine des problèmes rencontrés. Alors le rapport de 2016 mentionne aussi, donc le rapport du député de la Loire, mentionne effectivement que l'EPS est aussi un parent pauvre de la maquette du Master MEF premier degré. Alors il a été observé une diminution des horaires consacrés à l'enseignement de l'EPS dans la formation, et les étudiants ont, malgré le fait qu'apparemment la formation soit revenue, de ce qu'on entend en ce moment par les hommes politiques, la formation, le temps d'heure a quand même diminué. Alors par exemple à Amiens, pour vous donner un peu un ordre d'idée par rapport à la formation STAPS des enseignants d'EPS, les M1, donc les Master 1, ont 50 heures d'EPS. Alors d'apprendre à enseigner l'EPS, donc en première année. Et elle est en M2, ce temps d'enseignement est intégré à des projets polyvalence. Donc c'est possible que les étudiants en M2, qui sont stagiaires ou pas, et des enseignements en EPS, mais ça va être de l'ordre de quelques heures. Quand je vous dis quelques heures, parfois c'est 2, parfois c'est 4, parfois c'est 6 dans l'année, donc ce qui est quand même très très pauvre, et ça fait partie d'un projet polyvalence, donc avec d'autres disciplines. Donc c'est plutôt optionnel en M2, et il n'y a aucun apport en didactique. Et bien souvent en M1, donc pour ce que je constate sur les étudiants à Amiens, les M1, donc ils passent le concours, donc ils sont aussi dans l'optique de se préparer au concours, bien évidemment, beaucoup plus qu'à enseigner. Et donc parfois, dans ces 50 heures d'enseignement, on prépare évidemment au concours plus à autre chose, et quand on les retrouve en M2 et qu'ils sont stagiaires, qu'ils ont eu le concours, ils sont souvent un peu démunis parce qu'ils n'ont plus du tout de cours de PS, et ils ont un peu, pas oublié les cours de M1, mais ils se sont tellement centrés aussi sur le concours à juste titre, que c'est très compliqué, et les cours de M1 ne sont pas bien épais non plus. Donc c'est difficile pour eux de prendre la classe en main en septembre et de se retrouver avec des classes, notamment à la maternelle. Donc si vous comparez en fait le volume horaire d'un professeur de PS de collège KD 6e et d'un professeur des écoles KD CM2, là vraiment ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Alors par ailleurs, dans ces 50 heures, vous imaginez l'amplitude du programme. Donc on a déjà très très peu de pratique puisqu'on n'a pas le temps, et puis il faut tout voir. Donc on aborde les finalités de l'EPS, les programmes, le socle commun, la préparation au concours évidemment, donc on ne se centre que sur les activités au concours, donc il y en a 4, un peu théorie d'apprentissage, on essaye aussi de pratiquer quand même des activités, mais très peu, et on travaille aussi sur l'analyse de conduite des élèves à partir de vidéos. Alors, élément supplémentaire aussi, les enseignants du premier degré, souvent ont un vécu assez pauvre en pratique physique, enfin une pratique physique parfois inexistante ou qui date de très longue date, pas tous, mais quand même la majorité du temps, ce sont des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas forcément de très bons souvenirs de l'EPS non plus, donc il faut aussi qu'on les réconcilie avec notre discipline. Autre cas particulier encore, ce sont
ces personnes qui n'ont pas besoin de master, par exemple les personnes qui sont en reconversion, qui sont père et mère de 3 enfants et qui ont le concours et qui se retrouvent directement donc, en poste en septembre et en M2 avec les M2 stagiaires. Donc on dit qu'ils ont un plan individuel de formation, ce sont des parcours adaptés et donc ils n'ont pas dû généralement à valider, mais du coup ces personnes-là, pour ce qui concerne le PS, n'ont absolument aucun apport. Donc ils arrivent en septembre, ils ont une classe pour l'année, ils vont avoir des visites, etc. en EPS ou d'autres disciplines, et voilà, ils n'ont pas du tout la formation au premier degré. Donc pour eux, c'est encore plus complexe, d'enseigner. Voilà, donc on a vraiment au niveau de la formation initiale un horaire qui est très très faible pour le premier degré. Et alors en EPS et dans les autres disciplines aussi. Et un horaire aussi qui est très faible pour qu'eux-mêmes aient un minimum de temps de pratique, notamment pour comprendre et identifier aussi les apprentissages en jeu et les enjeux qui sont contenus dans les activités, les situations qu'ils vont proposer aux élèves. Pour ce qui concerne la formation continue, donc là je vais être très brève, donc elle est aussi très très faible en EPS, puisque les enseignants dans le premier degré doivent se former donc, dans toutes les disciplines aussi, plus parfois des formations un peu plus générales. Donc ils ont 18 heures par an, qui se passe moitié en présentiel et puis moitié à distance. Donc déjà, pour tout ce qui concerne la distance, l'EPS, c'est quand même un petit peu compliqué. Voilà, ça fait partie d'un forfait de 108 heures par an qu'ils ont pour faire plein de choses, et c'est déjà bien rempli. Alors, conséquence de tous ces constats, c'est qu'on va avoir une harmonisation qui va être assez complexe selon les contextes, et selon les territoires aussi, parce que l'EPS est inégalement enseigné, et aussi il y a une très grande différence de formation entre premier degré et second degré pour ce qui concerne l'enseignement disciplinaire.